Et avec nous pour la première partie de cette édition spéciale, Pierre Laurent, bienvenue, sénateur communiste de Paris, vice-président du Sénat. Claude Malhuret, bienvenue à vous également, sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire. Et par ailleurs, vous êtes médecin, ça a quand même du sens de le rappeler ce soir. Valérie Boyer, bienvenue à vous également. Vous êtes sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des lois. Et Maude Bréjon est également avec nous, mais à distance. Bonsoir, vous êtes porte-parole de La République En Marche, conseillère municipale à Levallois, c'est près de Paris. Beaucoup d'annonces, une intervention assez riche. On va y venir, restons dans un premier temps sur le volet sanitaire, si vous le voulez bien. Obligation vaccinale pour les soignants au sens large, passe sanitaire élargi, test PCR sans ordonnance payant à partir de l'automne. Emmanuel Macron a-t-il fait les bons choix, Claude Malhuret ? Alors, je pense que le discours de fermeté était nécessaire. L'épidémie repart, elle repart partout dans le monde, elle repart en Europe et elle est en train de repartir en France. Et quand on voit les courbes et qu'on les projette, on voit que c'est une nouvelle courbe exponentielle. Donc aujourd'hui, c'est une course de vitesse entre l'immunisation et entre les variants du virus. Il faut qu'on gagne cette course de vitesse. Si on ne prend pas une décision aujourd'hui et non pas en septembre, aujourd'hui, par tous les moyens, favoriser la vaccination, nous allons perdre cette course de vitesse. Le discours du président correspond à ça, il en est conscient, etc. Maintenant, sur la méthode, vaccination obligatoire pour les soignants et passe sanitaire renforcé. Moi, je dois dire que je prenais une autre méthode. C'est tout simple, c'est peut-être mon côté médecin, mais d'autres l'ont fait aussi, une vaccination obligatoire pour tous. Et je pense que c'était la manière d'aller, de vraiment mettre les choses le plus clairement sur la table. Parce que, d'abord, si on met la vaccination obligatoire pour les soignants, ça veut dire qu'on n'a rien contre la vaccination obligatoire. Donc c'est pas un problème de liberté. À partir du moment où on les met pour les soignants, pourquoi les soignants plus que un certain nombre d'autres professions? Les enseignants. Et en fait, tous les Français ont une grand-mère, un grand-père, ont dans leur famille quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est hypertendu. Et par conséquent, la façon la plus simple de faire, pour moi, c'est ce qu'on a fait pour toutes les grandes endémies, pour toutes les grandes épidémies. C'est les 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Donc pour moi, j'étais plus partisan de cela, et d'ailleurs je l'exprimerai dans le débat parlementaire. Maintenant, le président estime qu'il faut convaincre plutôt que décider. Il fait le pari de la confiance, il le dit. Je comprends qu'il puisse, je ne suis pas à sa place, je comprends qu'il puisse envisager d'autres choses, mais en tout cas, il fallait, c'est certain, avoir le discours de fermeté. Et surtout, ne pas attendre septembre, parce que c'est aujourd'hui que les vaccinés seront immunisés en septembre, et en septembre, il sera trop tard pour vacciner. Donc il faut les convaincre d'être vaccinés tout de suite. Et il est possible. Il évoque cette vaccination pour tout le monde, Pierre Laurent, Emmanuel Macron. Nous devrons nous poser la question de la vaccination obligatoire. Pour l'instant, je fais le choix de la confiance. Pour l'instant, et quelques précisions sur les soignants. Olivier Véran a précisé dans la foulée de cette intervention qu'à partir du 15 septembre, les soignants ne pourraient plus travailler et ne seraient plus payés. Moi, je pense que l'objectif, c'est clairement la vaccination maximale de la population. On sait qu'aujourd'hui, il a dit, c'est une expression que je partage, il a dit aujourd'hui c'est là tout mettre, la vaccination. Donc il faut effectivement un été de mobilisation. Moi où j'ai des questions, c'est pas sur l'objectif, c'est sur les moyens de l'atteindre. Si nous n'avons pas atteint, nous sommes loin de cet objectif aujourd'hui, après avoir déployé des moyens, et on dit qu'il y a 38%, moi j'ai pas les chiffres exacts, on dit qu'il y a à peu près 38% de Français vaccinés. Il n'y a pas 62% de gens qui sont des anti-vax en France. Donc on a un problème avec la méthode de campagne de vaccination. Alors on peut la déclarer obligatoire, mais si on ne met pas plus de moyens sur la table pour atteindre l'objectif, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Par exemple, on vient d'être publié la carte de l'Île-de-France. Moi j'ai regardé ça de près puisque c'est ma région. Il y a des très grandes inégalités de vaccination en Île-de-France. Et c'est pas parce qu'à des endroits il y a des anti-vax et à d'autres endroits il y a que des gens qui seraient pour le vaccin. C'est parce que il faut déployer d'autres moyens pour aller vers les gens. Par exemple sur les jeunes, ce qu'il a dit n'est pas très clair parce qu'il dit il faut y aller. Puis après il dit les collégiens, les lycéens, les étudiants à partir du mois de septembre. À partir du mois de septembre. Donc si on veut un été de mobilisation, il faut aller les chercher vite. Maintenant. Donc moi je pense que le débat sur l'obligation de vaccination biaise un peu le débat parce que c'est pas le vrai débat, c'est est-ce qu'on déploie vraiment tous les outils pour aller vers la vaccination maximum de tout le monde en essayant effectivement
Moi, je préfère de convaincre, parce que par exemple, ce que vous venez de dire, Olivier Véran peut dire qu'on ne paiera plus les gens, qu'on s'en séparera, etc. Bon, quand on connaît l'état du système de santé, les effectifs du système de santé, c'est pas très crédible de dire ça. Donc, on voit bien qu'il faut avancer en construisant de la confiance dans le pays, et pas autrement. Valérie Boyer ? Déjà, l'obligation, c'est un constat d'échec sur la persuasion et la confiance. Donc la bataille de la confiance a été perdue. Je dirais que la bataille de la cohérence sur le long terme, elle n'a jamais été gagnée. L'an dernier, pour le premier confinement, il y a tellement eu d'atermoiements, de fausses nouvelles, de baladez-vous sans masque. Maintenant, c'est les masques obligatoires à l'extérieur. Je crois que tout le monde a été choqué par ça. Et puis, aujourd'hui, des campagnes complètement erratique sur la vaccination. Donc, par exemple, il y a quelques jours, les médecins généralistes se plaignaient de ne pas savoir quelles étaient leurs patientèles qui n'étaient pas vaccinées. La sécurité sociale ne leur adressait même pas la liste des personnes non vaccinées, et notamment des personnes à risque. C'est quand même incroyable. En leur demandant d'aller pour chacun d'entre eux sur Amélie. Alors moi, c'est extrêmement long à faire. Ils le décrivaient alors que ça devrait être la première chose. Il y a des pays comme l'Espagne qui ont mis en place des campagnes de vaccination où ils ont appelé chaque personne à risque, en commençant bien évidemment par les personnes les plus à risque et puis en remontant vers les autres. On est allé les chercher. On est allé les chercher, on est allé les accompagner. Le fait qu'on ait des difficultés par rapport à la vaccination, effectivement, on a des difficultés depuis les scandales sanitaires que notre pays a connus, d'autres pays les ont connus. Mais en revanche, on n'a jamais été confronté à un confinement, à 2-3 confinements, à cet arrêt de la vie, à la fois dans le France et dans le monde. Et ça aurait dû nous réjouir qu'on arrive à trouver un vaccin aussi rapidement. Je veux dire, moi je trouve que c'est une grande confiance qu'on peut avoir dans l'homme et dans la science. Eh bien, au contraire, non seulement on s'en est pas réjoui, mais on s'en est méfié. Et cette campagne d'obligation, pour moi, c'est un aveu d'échec sur la communication et sur la confiance. Et je ne sais même pas ce que le Conseil constitutionnel va dire. Alors, là, c'est vraiment une question. Quand j'ai écouté le président de la République, je me suis dit, mais comment de telles mesures vont pouvoir être appliquées ? Ça sert à rien de faire une crise. Selon les juristes, avec l'urgence sanitaire, normalement, ça peut passer. Oui, enfin bon. Mais on va y venir. Excusez-moi, je suis désolée de faire cette comparaison. On a mis 10 ans pour faire en sorte que le bracelet électronique puisse être posé sur des personnes violentes, et notamment, je pense aux violents conjugaux, au motif que c'était une contrainte sur les corps. Et là, on va contraindre les gens à se faire vacciner, y compris à partir de 12 ans, sans qu'il y ait un problème de liberté, alors que la confiance n'est pas là. C'est toute la question. Alors, je vais laisser Maud Bréjon vous répondre dans un instant, mais juste encore un mot. La vaccination obligatoire pour les soignants a tendance à vampiriser les débats, mais il y a aussi effectivement cette question de l'élargissement du pass sanitaire, et vous l'avez dit aussi, à partir de 12 ans. Je voudrais qu'on réécoute ce moment fort de l'intervention présidentielle. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Ça en fait du monde, hein, Maud Bréjon, et je pense notamment aux parents des enfants qui ont plus de 12 ans, qui ne s'attendaient peut-être pas à ce que le pass sanitaire les concerne aussi. Et je pense que ce soir, le président de la République, comme il le fait en fait depuis le début de cette crise, a tenu un discours de vérité aux Français avec une mission principale qui est la sienne, qui est de nous protéger. Et donc de tenir un équilibre entre le maintien de nos libertés, d'une part, et la préservation de notre santé d'autre part. Maintenant, on sait quoi ? On sait qu'il y a une situation sanitaire qui évolue, avec des choses qui sont parfois imprévisibles. Les scientifiques eux-mêmes ne s'attendaient pas à avoir cette début de 4e vague qui arriverait si tôt.
Bon, donc ça demande à prendre des décisions et à prendre des décisions rapidement. C'est ce que fait le président de la République avec effectivement l'élargissement du pass sanitaire, ce qui permet quand même à tous ceux qui seront vaccinés de maintenir cette liberté-là. Je pense que les gens y sont largement favorables. Deuxièmement, la question de la vaccination obligatoire pour les soignants. Je voudrais rappeler que la vaccination obligatoire pour les soignants, c'est aussi une façon de les protéger eux. Pas uniquement de protéger l'ensemble des Français, mais bien de les protéger eux parce que beaucoup trop d'entre eux sont décédés lors de cette crise. Et puis enfin, la question du pass sanitaire, la question de la vaccination obligatoire, on en a parlé, et la question du test PCR qui effectivement va devenir payant parce qu'on comprend que les mois passant, la société ne pourra pas assumer ce que coûtent les tests PCR aujourd'hui. Des questions de constitutionnalité sur les mesures qui ont été annoncées ce soir pour vous, Claude Malhuret, ou pas? Moi, j'en vois pas beaucoup parce qu'il y a aujourd'hui 11 vaccins obligatoires en France. Il y a des vaccins obligatoires spécifiques pour les soignants, et par exemple celui de l'hépatite B. Et par conséquent, je ne vois pas le Conseil constitutionnel changer de jurisprudence. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas un problème de constitutionnalité. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est un problème de liberté. Pour les plus de 12 ans, Pierre Laurent, ça vous a posé question? Il y a des vaccins obligatoires pour les enfants. On en revient à la question du début. C'est à partir du moment... Moi, si on parle de vaccination pour tout le monde, il faut parler pour tout le monde. La priorisation sur les soignants, on peut la comprendre du point de vue sanitaire, mais elle ne se comprend que si les soignants pensent qu'ils font partie d'un mouvement général de toute la société. Sinon, surtout qu'on leur a dit le contraire quand même, parce que la question pour les soignants, elle se pose depuis le premier jour de la pandémie quand même. Et donc, on leur a dit au début qu'on commençait pas par eux. Et on leur a dit ça pendant quand même des mois et des mois. Donc, il faut comprendre qu'il puisse y avoir aussi des problèmes de confiance. Voilà, même si moi, je les encourage totalement à la vaccination. J'ai aucun doute là-dessus. Mais je pense que si on veut se protéger, et donc il faut aller, je crois, vers une vaccination maximale, je le répète, où j'ai des doutes, c'est sur la méthode pour y parvenir. Je pense qu'on parle beaucoup d'obligations, pas beaucoup des moyens qu'on va mettre sur la table pour parvenir à cet objectif. Voilà, et je pense qu'on a besoin de la confiance de la population pour parvenir à cet objectif. Donc, par exemple, agiter des sanctions me paraît complètement contre-productif par rapport à l'objectif qu'on poursuit. Surtout à l'égard des soignants. Donc, je pense qu'il faut s'y prendre autrement. En créant les conditions dans le pays, voilà, de faire comprendre pourquoi la vaccination est notre meilleure protection collective. Et vous aurez probablement l'occasion de le dire dans l'hémicycle du Sénat, puisqu'il y aura débat. Toutes ces mesures ne se feront pas sans un passage au Parlement et sans vote de vous. Donc, le chef de l'État y est revenu, il y a fait référence. Écoutez. Pour pouvoir faire tout cela, je convoquerai le Parlement en session extraordinaire à partir du 21 juillet pour l'examen d'un projet de loi qui déclinera ces décisions. Valérie Boyer, comment vous voyez venir ce texte qui va donc arriver très vite, si j'ai bien compris? Oui, mais d'abord on s'y attendait. On savait très bien que quelque chose allait arriver d'ici la fin du mois de juillet, avant la fin de la session. On verra bien ce qu'il y a dedans et comment ça se décline. Mais moi, je suis quand même surprise qu'au bout d'1 an et demi de pandémie, on n'arrive pas à avoir la confiance des soignants, qui devraient être les premiers, à avoir confiance, et deux, à se sentir concernés par cette vaccination. Si on n'arrive pas à crever cet abcès, ça va être très compliqué. Parce qu'il y a l'effet d'entraînement, il y a l'effet de modèle, et puis il y a une question, je pense, existentielle. Pourquoi ces personnes qui ont été les héros, qu'on a applaudis tous les jours à 20h, maintenant on doit les contraindre et ils vont être sanctionnés. Moi, j'avoue que je suis extrêmement mal à l'aise avec tout ça, même si je comprends et je partage tout l'intérêt de la vaccination. Et je crois qu'il faut aussi des mesures très concrètes pour faire en sorte que les personnes les plus à risque continuent d'être vaccinées. C'est le premier point. Ensuite, il y a la question aussi de la maîtrise de nos frontières. On fait ça en
pendant les grands mouvements de vacances, au moment où les Français vont se déplacer partout, où les enfants ne sont pas à l'école. Donc ça rajoute aux difficultés. Et je ne comprends pas très bien comment notre vie quotidienne va s'organiser aujourd'hui. Est-ce qu'on devra montrer son QR code, son téléphone portable pour entrer dans un supermarché, dans un restaurant? Qui va contrôler, qui va vérifier? Tout ça, ça fait partie des choses dont on va débattre. Oui, justement. Mais c'est quand même surprenant d'en arriver là au bout d'un an et demi de crise sanitaire, alors qu'on a connu un grand relâchement avant les élections régionales et départementales. Claude Malhuret, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ce texte va arriver donc au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Typiquement une mesure comme celle qui concerne les soignants avec des sanctions très fortes, donc puisqu'ils perdraient potentiellement leur emploi ou ils seraient suspendus et ne seraient pas payés. C'est quelque chose qui peut se discuter au Sénat et vous pourriez aller à l'encontre de ce type de mesures ou pas? Je ne sais pas ce que le Sénat décidera, mais mon groupe soutiendra ces mesures. Les sanctions contre les soignants qui ne se vaccinent pas. Soutiendra la vaccination obligatoire. À partir du moment où il y a une vaccination obligatoire, moi je ne suis pas particulièrement pour des sanctions. Parce que le fait même... Et il y a des tas de systèmes, par exemple des pays où le vote est obligatoire, sans sanction, mais ça donne au vote une portée symbolique qui fait que ça entraîne de la même façon. Je pense que décider les mesures obligatoires, même sans annoncer aujourd'hui des sanctions catastrophique. Et je suis d'accord avec le fait qu'on manque plutôt de soignants, donc on ne va pas les renvoyer. Et je pense qu'il faut imaginer d'autres choses. C'est plutôt répulsif, ça. Mais le fait de déclarer l'obligation, bien entendu que je le soutiendrai. Ça fait... Pourquoi, Valérie Boyer nous disait il y a un instant, pourquoi au bout de tant de temps on est dans cette situation-là où on est obligé maintenant de prendre des mesures plus coercitives? Parce que la situation a été pourrie au mois de décembre, rappelez-vous, par les antivax, par les complotistes. Parce que pendant 3 mois, quand on a inventé le vaccin, qui est, comme vous le dites, un miracle, qu'on n'attendait pas, qu'on se disait il n'y en aura pas avant 10 ans, etc., ces gens-là sont arrivés pour foutre la trouille à tout le monde. Rappelez-vous, au point que j'ai été obligé de rappeler à Jean Castex que l'ensemble des précautions qu'on prenait nous faisait perdre du temps et que je lui annonçais que les Français, le jour où le vaccin arriverait, se précipiteront dessus et qu'on n'en aurait pas assez. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on est dans cette deuxième vague où les gens... Je dirais la majorité des gens sont persuadés, mais vous avez de plus en plus de mal à persuader soit les réfractaires complets, on les incibe à 15%, soit ceux qui hésitent. Je pense qu'ils hésiteront un peu moins ce soir si on voit les chiffres de Doctolib. Le discours d'Emmanuel Macron a l'air d'avoir marché, tant mieux. Saturation du site. Mais on va, voilà. Mais encore une fois, je comprends pourquoi on en est là, parce que l'ensemble de ce scepticisme, des antivax, des complotistes des réseaux sociaux nous a emmenés dans une situation délicate. Donc je comprends que le gouvernement ait quelques difficultés. Mais moi je le soutiens dans son... Je vais même plus loin, je souhaiterais qu'on explique que c'est obligatoire. Et d'ailleurs je vois des tas de gens qui disent moi je ne suis pas très pour la vaccination, mais si on décide que c'est obligatoire, je me ferai vacciner. Bon, alors je vous laisse Pierre Laurent et ensuite Maud Bréjon qui nous attend. Pierre Laurent. Juste sur le débat, ça ne va pas être un débat parlementaire, il faut être clair. Je veux dire, on est dans la même méthode que celle qu'on connaît depuis le début. C'est-à-dire, on nous met en scène pendant 8 jours l'intervention présidentielle. Quand l'intervention présidentielle tombe, il y a un projet de loi, on doit le voter. On doit le voter en 2 jours. Un jour à l'Assemblée, un jour là, donc quelques jours. Et en fait, on est contraint à voter pour ou contre. Point final. Et il n'y a pas de discussion sur le projet de loi. Cette méthode-là, elle pose un problème depuis le début et on continue toujours avec la même méthode. Peut-être que vous pouvez répondre là-dessus. On pense même, parce qu'on nous a fait le cinéma, que jusqu'à hier, on ne savait pas ce que le président de la République annonçait. Pour que le projet de loi vienne en Conseil de ministres dans quelques jours, ça veut dire qu'il était au Conseil d'État déjà la semaine dernière, au moment où, soi-disant, on nous consultait. Donc, en vérité, on est dans une méthode qui est à chaque fois la même, et on va avoir un débat au Parlement, qui est un débat où on nous demande un quitus ou pas un quitus. Mais pas un débat sur les mesures... Non, je laisse répondre Maud Bréjon, qui n'a pas parlé depuis longtemps, pardonnez-moi. Peut-être répondre sur cette question de la méthode. On a un Parlement qui se sent pressé, voire pressurisé, soyons clairs.
Je comprends que le Parlement puisse se sentir pressé, mais en fait, en l'occurrence, la situation, c'est une situation d'urgence. Quand je disais tout à l'heure que le président de la République tient un discours de vérité aux Français et qu'effectivement, il prend de nouvelles mesures pour nous protéger, il le fait pas pour, il le fait pas pour emmerder les Français. Il le fait parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on repart sur une situation qu'on connaît, c'est-à-dire des restrictions, c'est-à-dire moins de sorties, c'est-à-dire une perte de nos libertés. Ça fait 12 mois qu'on vit tous comme ça. Moi, je suis élue locale, je le vois. Par ailleurs, je viens de la société civile, j'ai un boulot. Ça fait 1 an et demi honnêtement qu'on respire plus. Aujourd'hui, on a une chance de sortir de ça, c'est le vaccin. Il le rappelait le président de la République ce soir. Le vaccin, c'est 12 fois moins de contamination. Ça permet d'éviter à 95% les formes graves. Et donc, c'est l'arme qu'on a pour sortir de ça. C'est notre meilleure arme, et j'ai envie de dire, c'est notre seule arme aussi. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'incitation à la vaccination. On va chercher les personnes au plus près de chez elles par des dispositifs spécifiques. Ce sera dans les écoles à la rentrée. C'est aujourd'hui au plus près dans les centres-villes, auprès des personnes les plus précaires, auprès des personnes les plus isolées. Et puis oui, aujourd'hui, on comprend aussi que quand on arrivera, j'espère le plus vite possible, à 70-80% de la population qui seront complètement vaccinés, eh ben cette part-là de la population n'acceptera pas, et ce ne sera pas un sujet politique, de revenir sur leur liberté sous prétexte que 15, 20 ou 25% des Français refusent de se faire vacciner. Et donc, en gardant ce cap pour le moment qui est pas d'obligation vaccinale pour tous, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, comme le test PCR, comme l'élargissement du pass sanitaire, comme la vaccination obligatoire pour les soignants. C'est pas des mesures qui ont vocation à durer ad vitam aeternam. Et bien sûr que dès que ce sera possible, je ne doute pas que le président de la République pourra réfléchir à revenir dessus. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, si on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu pendant un an et demi, c'est ces mesures qui sont proportionnées à une situation sanitaire. Je comprends que Mme Boyer disait tout à l'heure, finalement, je suis étonnée qu'on en arrive là maintenant. Mais en fait, les scientifiques eux-mêmes sont étonnés de l'évolution épidémique et de ce début de 4e vague. Donc le rôle du chef de l'État, d'une part, c'est de protéger les Français et d'autre part, c'est d'être capable de prendre des mesures fortes, encore une fois, en fonction d'une situation sanitaire qui évolue et que les scientifiques eux-mêmes ne maîtrisent pas toujours. Il nous reste très peu de temps, on avance un tout petit peu. L'urgence sanitaire n'a pas empêché Emmanuel Macron de parler économie. Exactement. Et même réforme. Son quinquennat n'est pas terminé. Il a bien voulu le faire comprendre ce soir. Écoutez. Nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Oui, notre système est injuste. Avec 42 régimes différents, il entretient des inégalités majeures. Et il faudra aller vers plus de simplicité pour plus de justice. Et donc les régimes spéciaux devront être supprimés pour les nouveaux employés dans ces secteurs. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Alors, pardon d'avance, vous allez être frustré, il nous reste très peu de temps. D'un mot quand même, Valérie Boyer, sur cette réforme des retraites qui se fera, mais alors on ne sait pas quand, puisque c'est quand l'épidémie sera contrôlée. Oui, écoutez, ça fait 10 ans que Emmanuel Macron est au pouvoir maintenant, parce qu'il y a les 50 quinquennats de président, plus les 5 années qu'il a passées auprès de François Hollande. Moi, je dirais que son discours, c'était 5 minutes d'autosatisfaction, 3 minutes sur le Covid et de fermeté et 20 minutes de campagne présidentielle. C'est un petit peu, excusez-moi pour la Marseillaise que je suis, un petit peu la recette du picombière avec tous ces tiers. Voilà, cette réforme, il ne l'a pas faite au moment où il devait la faire. Il a créé la crise des Gilets jaunes et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est la crise sanitaire, en quelque sorte, sauve le manque de réforme du quinquennat d'Emmanuel Macron. Claude Malhuret ? Je crois que tout le monde sait maintenant qu'on va vivre avec le virus et que peut-être on va vivre longtemps avec le virus. Oui. Même si la vaccination va permettre d'éviter des catastrophes, il est probable que, comme la grippe, comme d'autres virus, il va s'installer et qu'on va vivre longtemps avec. Donc, l'idée qui consiste à dire on ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a ce virus, c'est évidemment tout à fait naturel. Il n'a pas cité que la réforme des retraites, il a cité un certain nombre d'autres. Il va falloir faire ces réformes. Et moi, je suis pour la réforme des retraites, pour la suppression des 42 régimes différents, des
les inégalités là-dedans. Travailler plus donc longtemps. il va falloir le faire. Maintenant, bien évidemment, personne ne sait quand est-ce qu'on arrivera à maîtriser cette crise. L'épidémie repart. Est-ce que la vaccination, encore une fois, est-ce qu'on va gagner cette course de vitesse? Et dans ces conditions, on peut en reparler d'ici quelques mois. Ou est-ce que ça va être un peu plus long? Et on a bien l'impression que ça pourrait fort bien se dérouler après la présidentielle. Et donc, cette réforme des retraites est un des programmes de tous les candidats à la présidentielle, pour ou contre. On sort de la crise avec plus d'inégalités, tout le monde le dit. Et qu'est-ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ce soir sur les questions sociales? C'est plus d'injustice sociale. La réforme de l'indemnisation du chômage, ça va être la baisse de l'indemnisation chômage pour des centaines de milliers de personnes qui sont déjà dans une difficulté croissante et il y a plus de chômeurs qu'avant. Ils sont déjà très mal indemnisés. Il y en a la moitié qui n'ont qu'une indemnisation et les autres, on va baisser leur indemnisation chômage. On nous dit travailler plus longtemps. Mais ça, c'est pas ça. Parce que la retraite à 64 ans, son effet clair, c'est de baisser le niveau des pensions. C'est pas de travailler plus longtemps. J'écoutais quelqu'un de l'industrie automobile que Macron a rencontré aujourd'hui qui dit il y a 160 000 personnes qui vont perdre leur emploi dans la mutation de l'industrie automobile en France. Et que disait-il? Eh ben, on aura recours au système des pré-retraites. Donc en vérité, ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? À 55 ans, on va les virer des boîtes de l'automobile. On va demander à l'État de payer des pré-retraites. Mais par contre, quand ils auront 64 ans et qu'ils partiront à la retraite après 10 ans de chômage ou de pré-retraite, ils auront une retraite en baisse. Donc les 64 ans, c'est fait pour baisser le niveau des pensions, comme déjà la réforme précédente. Donc en fait, le programme social annoncé par Emmanuel Macron ce soir, il est socialement catastrophique. C'est plus d'inégalités encore, alors qu'on va sortir de la crise pandémique avec une situation sociale très difficile. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que le Conseil d'État a demandé de suspendre la réforme de l'indemnisation chômage. Pourquoi Emmanuel Macron dit les retraites, on la fera quand on sera sorti de la pandémie, mais l'indemnisation chômage le 1er octobre prochain. Le 1er octobre prochain, on ne sera pas sorti de la pandémie, puisqu'il dit lui-même qu'il ne fera pas tout de suite la réforme des retraites à cause de ça. Donc on va vers des mesures d'injustice sociale forte, et tout son discours sur il faut travailler davantage parce qu'on ne peut pas augmenter les impôts. Enfin, il y a des gens pour lesquels on peut augmenter les impôts. Les 500 plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 30% leurs revenus l'année dernière. Donc il y a des gens qui peuvent payer plus d'impôts pour la solidarité nationale. Maude Bréjon, je vous laisse répondre et conclure donc en vraiment quelques secondes. Écoutez, je pense que le président de la République tient son cap. Il a été élu pour réformer, il n'a pas été élu pour se conformer, il n'a pas été élu pour se résigner. Et là, il dresse un cap qui est celui de la France dans 20, dans 30 ans. S'il l'a dit, effectivement, il y a la réforme des retraites parce qu'on a besoin d'être sur un système plus juste, un système qui soit plus équilibré. On parlait des 43 régimes spéciaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est nombreux à trouver que ça, c'est pas forcément très juste. Il y a la question de mieux accompagner nos jeunes avec un revenu d'engagement qui sera proposé, de mieux aussi accompagner nos aînés et puis de réindustrialiser le pays. Donc encore une fois, continuer à réformer, bousculer les positions établies. Je pense que c'est encore une fois pour ça qu'il a été élu par les Français en 2017 et c'est le cap qu'on continue à tenir. Merci d'avoir été concise et merci à tous d'avoir été concis. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition spéciale qui continue.